c'est le moment de travailler. OK? Voilà. Je pense qu'on s'est arrêté là, la fois passée. Donc, il s'agit de faire le cours. Hein. Donc, le TD, ça va être rappelé. Donc, on était donc au niveau du problème de synchronisation et principalement de l'exclusion mutuelle. On avait commencé par donner deux solutions progressives donc, qui utilisent les variables d'état. Bien sûr, il y a d'autres solutions d'autres types, mais là, on est dans les variables d'état. C'est-à-dire qu'on utilise des variables communes et un petit algorithme qui permet de synchroniser les processus quant à l'accès à une section critique. Section critique, c'est quoi? C'est un code, c'est un ensemble d'instructions qui manipule une ressource critique. Ressource critique veut dire ressource qui ne peut être utilisée que par un seul processus à la fois, à l'instant T. Voilà. OK, donc on continue. Donc ça, c'est la troisième solution. Les deux premières solutions, chacune a des avantages et des inconvénients. La première, donc, assure l'exclusion mutuelle, mais elle a un problème de progression. La seconde assure l'exclusion mutuelle, la progression, mais elle n'assure pas ou bien n'évite pas le blocage mutuel. Alors, cette solution-là, bien entendu, comme on l'a déjà expliqué, on a commencé à le faire, permet de résoudre le problème de section critique, comme on va le voir, et elle combine bien entendu les avantages des deux autres solutions. Voilà. On avait commencé par étudier l'exclusion mutuelle. Donc, on a vu que quand un processus arrive seul, donc je résume un petit peu, quand il arrive seul, il va trouver le drapeau de l'autre processus à faux, donc il accède directement aux sections critiques. Donc voilà, c'est clair. Et l'autre, quand il arrive, bien entendu, il va mettre son drapeau à vrai. Il va mettre tour à l'identité de l'autre processus. Et quand il va tester, il va trouver le drapeau de son collègue est à vrai, parce qu'il est passé par là, il est en section critique. Et le tour est égal à l'identité de son collègue, parce que lui-même l'a mis. D'accord? Donc voilà, l'exclusion mutuelle est assurée. Et qu'on les deux viennent en même temps, dire qu'ils viennent en même temps, c'est dire qu'ils mettent tous les deux leur drapeau à vrai. On l'a vu la fois passée. Hein? Pourquoi? Et après, quelle que soit leur vitesse relative, celui qui va rentrer en section critique, c'est celui qui va modifier tout en premier. Parce que quand il le modifie en premier, il va se condamner au départ, il ne peut pas rentrer. Mais parce que l'autre va changer à sa propre identité, eh ben, il va lui permettre de rentrer et l'autre il attend. Voilà, donc l'exclusion mutuelle est assurée sans problème. Voilà, en voyant les deux cas. Donc, le premier cas, c'est qu'un processus arrive seul et puis l'autre le rejoint. Et le deuxième cas, les deux arrivent simultanément avec des vitesses relatives qui sont quelconques. On avait, quelles que soient les vitesses, celui qui modifie tout en premier, c'est celui-là qui accède en section. Voilà. Maintenant, la progression, elle est claire. Donc, on la tire du premier cas. Quand un processus arrive seul, l'autre n'est pas intéressé. Il ne faut pas qu'il l'empêche, bien sûr, comme on a dit, quand un processus est loin, il ne faut pas qu'il empêche un autre qui veut rentrer en section critique. Bon, si PJ est loin, son drapeau est à faux. Et donc, Pi, quand il arrive, il va trouver le drapeau de son collègue à faux, quelle que soit la valeur de tour, et bien, il a accès à la section. Voilà, donc, la progression est assurée. OK? Alors, ce qui reste maintenant, c'est le blocage mutuel. Est-ce qu'il est évité ou non? C'est-à-dire, quand les deux processus arrivent simultanément et veulent rentrer, est-ce que les deux ne bloquent pas ou bien ne bouclent pas hein, ici, hein, parce que l'attente est active, donc c'est la boucle. Ils n'attendent pas ici. Bon, comme on l'a vu dans le deuxième cas de l'exclusion mutuelle, on a remarqué que quand les deux arrivent simultanément, il y a un seulement qui rentre. Il n'y a pas de blocage, on l'a vu. C'est celui qui modifie tout en premier. D'accord? Donc on le tire de ce cas-là. Celui-là rentre en section critique, c'est bien. Voilà. Donc il n'y a pas de blocage mutuel. Maintenant, l'attente bornée. L'attente bornée, qu'est-ce qu'elle veut dire, l'attente bornée? L'attente bornée veut dire que, en supposant qu'il y a un processus en section critique et un autre en attente, c'est-à-dire qu'il veut rentrer, il est dans le protocole d'entrée, il est dans ce code-là, il est en train de boucler. D'accord? Bon,
on sait que quand quelqu'un est en section critique et l'autre veut rentrer, eh ben, il attend. Parce que l'excision mutuelle est cassée, on la vérifie, ça c'est clair. Bon, donc il attend. Alors, il attend. Euh, alors, la suite, c'est quoi? C'est que, en supposant que celui qui est en section critique sort, mais revient pour redemander la section critique. Il va le répéter jusqu'à faux. Donc, supposons qu'il revient, il veut rentrer une autre fois. Alors, l'attente n'est pas bornée pour le processus qui attend. Si celui-ci qui vient de sortir, quand il veut revenir, il accédera avant l'autre qui attend. Et ça de manière indéfinie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sort, pardon, de la section critique, il revient et c'est lui qui rentre. L'autre qui est en attente ne rentre jamais. Là, on dit que l'attente n'est pas bornée. C'est-à-dire que le processus qui est en attente aura la famine. Aura la famine. L'attente n'est pas bornée dans le temps. Voilà. Elle est infinie. On va le vérifier ici. On va supposer que PI est en section critique. PI est en section critique. Si PI est en section critique, c'est quoi ça, la valeur de drapeau de I? Égal à vrai, parce qu'il est passé par là. Il a mis son drapeau à vrai. OK, ça c'est sûr qu'il est à vrai. OK. Et on sait quand il est loin, son drapeau est à faux. Donc, s'il est en section critique, c'est qu'il est placé par là. Il a mis son drapeau à vrai. Le tour, je ne sais pas. Ça dépend de l'ordre qu'il a modifié en premier. On verra ça. Et si on se dit que PJ est en attente, P est en section critique et PJ en attente, ici. Donc, il boucle. Il attend. Donc, déjà, avant d'exécuter la boucle, il est passé par là. Donc, il a mis son drapeau de G à vrai. C'est clair? OK, ça c'est sûr. Donc, drapeau de E et drapeau de J sont à vrai tous les deux. Dire que PJ attend à ce niveau-là, il attend parce que la condition est vraie. Parce que drapeau de E est égal à vrai et tour n'est pas égal à son identité, c'est-à-dire l'identité de son collègue. Ça, c'est J. Donc, l'identité de son collègue, ça veut dire E. Donc, finalement, on déduit que tour est égal à E. Si PG attend à ce niveau-là, dans cette boucle-là, c'est que sûrement tour est égal à E. Sinon, il rentre en section critique. Parce que lui, il dit, PG, il dit, est-ce que tour est égal à l'identité de mon collègue? G, ça veut dire l'autre, mon collègue. OK? Voilà. Donc, oui, elle est vraie, parce que sinon, il rentre en section critique. Ce qu'il attend, ça veut dire ça. Bien. Donc, drapeau de et drapeau de G sont à vrai et tour est égal à l'identité de celui qui est en section critique. OK. Maintenant, on va supposer que P sort de la section critique. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va commencer par mettre le drapeau de I reçoit faux. OK? Drapeau de I est égal à faux. Oui. Si l'autre perçoit drapeau de I égal à faux, parce qu'il casse le drapeau de son collègue, il va rentrer en section critique. Mais supposez qu'il n'a pas, c'est possible qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas en train de tester, ou bien il est en train de tester tout, il n'a pas testé le drapeau. Là, il a déjà testé. Et puis il revient. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre son drapeau à vrai. C'est comme s'il n'a rien fait. D'accord? C'est à faux, à vrai, c'est comme s'il n'a rien fait. Si l'autre n'a pas pu détecter que drapeau de I est égal à faux, eh bien, bon, quand il changera et quand il retestera, il va trouver que le drapeau de I n'a pas changé. Hein? Ça, c'est PI. Mais, qu'est-ce qu'il va faire PI? PI, il va passer par tour. Il va le mettre à quoi? À l'identité de J. C'était I, souvenez-vous. Il va le mettre à J. Donc, PJ, quand il revient retester, qu'est-ce qu'il va se passer? Parce que tour va être modifié, hein, n'est plus ECG, lui, il dit est-ce que, malgré que le drapeau de E est égal à vrai, hein, il a mis rapidement, mais PI va se condamner en mettant tour est égal à G, parce que PJ, quand il va retester tour, il va le trouver, il dit tour, est-ce que tour est égal à I? C'est ça ce qu'il va dire, est-ce que tour est égal à I? D'accord? Ce n'est pas I, parce que I l'a mis à J, donc c'est ma propre identité, donc ce n'est pas I. Eh bien, je rentre en section. Mais PE, bien sûr, il va boucler C parce que l'action mutuelle est instaurée. Pourquoi? Parce que drapeau de J est égal à V et tour est égal à G. Voilà, donc il ne peut pas rentrer. Donc, vous remarquez bien que, quand même, le blocage, l'attente bornée, hein, bornée, donc E, l'attente bornée est assurée. D'accord? Elle est assurée. OK, Shabab?
à ce qu'il y a des questions. Donc, on a vérifié les 4 conditions de la section critique. On a remarqué que c'est bon, ça fonctionne. Hein. On vérifie les 4 conditions. Donc, on peut le retenir comme protocole pour l'excision mutuelle, mais valable uniquement pour 2 processus. Mais nous, on veut que ça soit pour plusieurs processus. D'accord? Parce qu'en général, il y a plus de 2 processus qui partagent la section critique. OK, Shabab? S'il y a des questions, posez-les, sinon je passe. Bien. Alors, ça, c'est des solutions. Il y en a d'autres. Il y a d'autres solutions qu'on utilise, qui utilisent, pardon, les variables d'état, donc les variables partagées pour, comme protocole d'exclusion mutuelle. Alors, il y a des solutions qui fonctionnent pour n processus aussi. Il y en a. D'accord? Pour 2, pour n, ça existe. Il y en a des solutions. Voilà. Euh, je ne sais pas si dans la série j'ai un exercice comme ça, mais en tout cas, j'en ai un. Je peux vous donner pour les gens qui veulent voir. Mais on ne va pas nous attarder à ce niveau-là. On va progresser. Alors, donc, le premier type de solution, on l'a vu, c'est les variables d'état. Maintenant, il y a des solutions qui se basent sur le matériel, sur le physique, sur la machine elle-même. Je vais expliquer. Une des solutions, c'est de masquer les interruptions quand il s'agit d'utiliser la section critique et démasquer à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un certain nombre de processus qui veulent utiliser une ressource critique. Donc, chacun a une section critique 1, section critique 2, section critique n. Mais le processus PI, avant d'exécuter les instructions de la section critique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va masquer les interruptions. Bien sûr, on est sur un monoprocesseur en séquence. OK? Et masque les interruptions. Ça veut dire quoi? On sait que l'interruption, elle est là, c'est le moyen qui nous permet de faire l'entrelacement de l'exécution de différents processus, c'est-à-dire on suspend le processus en cours pour lancer un autre processus. D'accord? Bon, maintenant, 6 mois avant d'arriver, avant de commencer l'exécution de la section critique, hein, je suis à l'entrée, qu'est-ce que je vais faire? Je masque les interruptions. Ça veut dire que personne ne va m'interrompre. Qu'est-ce que je vais faire? Et bien sûr, tout le monde va faire comme ça. Tout le monde, avant de rentrer dans la section critique, il masque. Donc, c'est clair. Quand quelqu'un masque, il exécute tranquillement les instructions de la section critique sans aucun problème. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'interrompre. Il doit terminer. Bien sûr, à la fin, il doit démasquer. Masquer veut dire retarder l'effet de l'interruption. Parce qu'il y a le masquage, il y a inhiber aussi. J'inhibe, ça veut dire, c'est comme si l'interruption n'existe pas du tout. Hein. Inhiber veut dire l'enlever complètement, hein, la désactiver. Ça n'existe pas. Mais masquer veut dire que l'interruption arrive, mais elle n'est pas prise en considération. Elle est retardée. Elle est tardée jusqu'au moment de démasquage. Voilà, c'est différent. OK? Voilà. Donc, ça, c'est une solution matérielle. Mais le problème, c'est que l'interruption, parce qu'il y a des processus, bien sûr, qui sont intéressés par une section critique, mais il y a le système d'exploitation exécute aussi d'autres processus qui n'ont rien à voir avec cette section critique. On ne veut pas les interrompre. On veut bien interrompre ce processus-là pour passer à un autre. On ne veut pas altérer le scheduling. D'accord? Mais ça altère le scheduling. Et donc, ça diminue le degré d'exécution de parallèle, entrelacé des processus. Et donc, ça, c'est l'inconvénient de la solution. Maintenant, si on est dans un multiprocesseur, vous êtes d'accord avec moi, il y a plusieurs processeurs qui exécutent des instructions. Si les processus qui sont intéressés par la même section critique s'exécutent sur ces processeurs-là, bien sûr, quand je masque sur un processeur, ça ne veut pas dire que j'ai masqué sur l'autre. Vous voyez, le masquage est local. Mais le masquage global n'a pas de sens. Aucun sens, parce qu'ils sont déjà en exécution. Donc, voilà, ça ne marche pas. OK. Alors, maintenant, il y a d'autres solutions qui se basent sur des instructions machine, comme on va le voir ici. Hein. On a une instruction, on a deux, test and set et swap. Je vais vous décrire test and set. Ça, c'est une fonction en réalité. C'est une fonction qui va retourner un booléen. On lui donne un booléen, il nous retourne un booléen. On lui donne un booléen en paramètre, il nous retourne un booléen. Comment elle fonctionne?
je lui donne un booléen en sortie, en entrée-sortie. Voilà, x. Qu'est-ce qu'elle fait? La valeur de x, la variable x que je soumets en paramètre à la fonction, il est, comment dirais-je, il est affecté à test and set, la fonction qui retourne, donc la valeur qui est retournée. Hein, d'accord? Quand on dit test and set reçoit x, le nom de la fonction se comporte comme une variable. Hein, c'est toujours comme ça. Donc, la valeur de cette variable-là que j'ai passée en paramètre est retournée comme résultat de la fonction. Si x contient vrai, la fonction va me retourner vrai. Si x est égal à faux, la fonction va me retourner faux. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Le x que j'ai passé en paramètre est modifié à l'intérieur, on met vrai. Si on passe x avec vrai, ça ne change rien, mettre x avec vrai. Mais si je passe un x avec un faux, eh bien, il est changé, il devient vrai. X devient. Alors, comment l'utiliser comme solution pour l'exclusion mutuelle? Alors, là, je vais parler quand il s'agit d'un multiprocesseur. Je vais revenir à ça. Je vais revenir à ça. On va supposer maintenant qu'on a un ensemble quelconque indéterminé de processus. Il peut être 2, peut être 3, minimum 2 pour partager la section critique. Le nombre est peu importe. Il n'est pas n, il n'est pas fixé. Il peut être quelconque. Voilà la solution qu'on propose pour l'exclusion mutuelle. On va supposer qu'on a un certain nombre de processus qui partagent la même section critique, donc ils vont utiliser la même variable commune. On a une variable commune qui s'appelle lock. C'est le verrou. Lock, qui est un booléen initialisé à faux. Initialisé à faux. Bon, le processus qui veut rentrer en section critique, voilà la section critique, chacun a sa propre section critique, il doit exécuter ce protocole d'entrée et à la sortie, il va exécuter ceci. Hein, c'est très simple. Mais on va expliquer. Je vais interpréter tout d'abord. Et puis, je vais vérifier les quatre conditions. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une boucle, quand il veut rentrer en section critique, il rentre dans une boucle dans laquelle il va appeler la fonction test_set, tester et initialiser, avec la variable lock comme paramètre, en entrée et en sortie. Maintenant, si la fonction retourne un vrai, bah, il ne peut pas rentrer en section critique. Si ça retourne toujours vrai, il va boucler ici. OK? Dans quel cas retourne la valeur vraie? Dans le cas où lock est égal à vrai, parce qu'elle me retourne la valeur de lock. Si lock est égal à vrai, OK, la fonction va me retourner vrai. Si lock est égal à faux, la fonction me retourne un faux. À ce moment-là, je rentre en section critique. Donc, je rentre en section critique si lock est égal à faux. C'est clair? Qui est passé en paramètre. OK. Si par contre lock est égal à vrai, elle va me retourner vrai, mais lock va être à vrai dans les deux cas. Que ce soit lock égal vrai ou bien faux, quand je passe le paramètre, il va être mis à vrai. D'accord? Voilà. Donc, voilà, ce sont les cas possibles. Donc, si lock est égal à vrai, je ne peux pas rentrer en section critique. Si lock est égal à faux, la valeur est retournée, et bien je rentre en section. Et quand je termine la section critique, je vais mettre lock à faux. Et puis, je vais exécuter autre chose qui n'a rien à voir avec la section critique. Et si je veux revenir, je vais aller à jusqu'à faux pour eux. OK? Bien. Alors, on va commencer à dérouler. D'accord? Je vais revenir. OK? À dérouler cette solution-là, est-ce qu'elle fonctionne? Alors, je vais supposer qu'on a une variable partagée qui s'appelle lock, qui est partagée par plusieurs processus qui veulent rentrer en section critique. Lock est égal à faux initial. OK? Bien. Supposons qu'il y a un seul processus qui veut rentrer en section critique parmi tout l'ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends. Donc, il va rentrer dans la boucle, il va exécuter test and set de lock.
On suppose qu'il y a un seul processus qui veut le faire. Bah, c'est clair. La fonction va me retourner la valeur de lock, comme j'ai dit, la valeur faux. Mais dans lock, il va mettre la valeur vraie. Et bien sûr, parce que la valeur retournée est faux, je rentre en section critique. OK? Pendant que ce processus-là, P est en section critique, c'est posé qu'il y a d'autres qui arrivent. Un autre, par exemple, un seul, un autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la boucle. Test 7 de lock. Lock actuellement est égal à vrai. Bon, la valeur va retourner vrai. Hein, la fonction retourne vrai. Et lock restera vrai. Il ne pourra pas rentrer. Donc, il boucle. Si un autre arrive, c'est la même chose parce que lock est à vrai et restera vrai. Donc, tout le monde, ceux qui veulent exécuter test 7 de lock, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer. Alors, test 7, en réalité, elle est atomique. Elle est atomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même variable, bien sûr. Ça veut dire que s'il y a deux processus qui arrivent simultanément pour exécuter, hein, ils veulent exécuter en même temps test and set sur une même variable, je dis bien même variable, ils ne pourront pas le faire. Le système hein, matériel, le matériel, hein, donc la machine, va rendre ce parallélisme-là comme étant une séquentialité. C'est-à-dire, va permettre à un seul processus d'exécuter test and set avec la valeur actuelle de lock. Et quand il termine, à ce moment-là, il laisse le prochain. Et s'il y a plusieurs, c'est la même chose. Donc, 1, puis 1, puis 1, puis 1. Donc, la tentative d'exécution simultanée sur test and set avec la variable lock, la même variable, devient une exécution séquentielle de manière automatique. Comment on fait? En verrouillant la variable lock, la variable x de manière générale. On verrouille le bus de données, le bus il est verrouillé pour un seul processus. Voilà comment ça se fait matériellement. Et donc, sur un multiprocesseur, justement, sur un multiprocesseur, s'il y a plusieurs processeurs qui veulent exécuter en même temps test and set sur la même variable, il y a un qui réussit à le faire et les autres vont attendre jusqu'à ce que celui-là termine, et ainsi de suite. Donc, ça se fait de manière séquentielle. Voilà, ça c'est pris en charge par le matériel. C'est pour cela qu'on parle de solution matérielle. OK? Donc, quand un processus arrive seul, il va prendre la valeur faux de lock et il accède à la section critique. C'est clair? Et bien sûr, dans lock, il met la valeur vraie. Et quand les autres arrivent, après, séquentiellement, ou même parallèlement, mais le parallélisme est rendu, devient séquentialité, donc ça ne change rien. Eh bien, ils ne pourront pas rentrer parce que lock est égal vrai, donc voilà, ça retourne vrai et lock restera vrai. Donc l'ex-géométrie est assurée. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Bon, deuxième cas. Supposez maintenant que lock est égal à faux. Hein, je reviens. Lock est à faux toujours. Hein. Quand le processus sort de la section critique, il met lock à faux. Donc, initialement, c'est à faux. Et quand les processus sont loin de la section critique, lock est à faux. Ça, c'est clair. Bon. Supposez maintenant que lock est égal à faux et deux ou plus de processus arrivent ils veulent exécuter la boucle simultanément. Donc, ils vont essayer d'exécuter test and set de manière simultanée. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exécution simultanée devient une exécution séquentielle. C'est-à-dire qu'on permet à un seul d'exécuter test and set de l'autre. Celui-là, comme tout à l'heure, il rentre en section critique et il met dans lock la valeur vraie. Bon, les autres, tant pis pour eux, hein, donc ils ne pourront pas rentrer en section critique, mais l'exécution va être séquentielle, ça c'est clair. Donc, vous remarquez bien que, quelles que soient les vitesses relatives d'exécution des processus, qu'ils viennent séquentiellement ou simultanément, il y a un seul qui rentre en section critique et les autres attendent au niveau de la boucle. Donc, c'est une attente active. OK, Shabab, ça c'est l'exécution mutuelle. Maintenant, la progression, on voit bien que lock est égal à faux quand les processus sont loin de la section critique. Donc, s'il y a un qui veut rentrer, il peut rentrer parce qu'il va récupérer la valeur faux de lock hein, quand il appelle la fonction, il rentre en section critique. Donc, personne ne l'empêche. Il n'y a pas de blocage mutuel. Pourquoi? Parce que, pardon, comme j'ai dit, quand les processus viennent, on voit bien qu'il y a un seul qui exécute test 7 et celui-là prend la valeur faux hein, de lock, il accède en section critique. Donc, il n'y a pas de blocage mutuel. Il y a toujours un qui rentre.
OK? Trois conditions sont assurées. Maintenant, l'attente bornée. Vous allez voir que l'attente bornée n'est pas assurée. Ah, n'est pas assurée, oui. Alors, la réunion va se terminer pour tous les participants dans 5 minutes. Comme on a l'habitude, essayez de vous connecter avec le même lien que je vous ai envoyé dès que ça se déconnecte. OK, ça y est, vous comprenez la recette. OK, Shabab? Bien. Euh, L'attente bornée. On va supposer qu'il y a un processus qui est en section critique. C'est possible, on le sait. Okay? Et les autres, ou bien d'autres, un groupe de processus, minimum un, sont en attente. Parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui veut rentrer en section critique. Donc, il peut y avoir un qui attend, il peut y avoir deux, il peut y avoir tout le monde. C'est plus celui qui est en section critique, peu importe. Pour nous, il y a un sous-ensemble de processus qui attendent ici. Quand le processus sort de la section critique, il met lock et reçoit faux. D'accord, c'est normal. Maintenant, si par hasard, ça coïncide avec un processus juste après l'affectation qui teste, qui prend, qui exécute test N7 sur lock, il va prendre la valeur faux de lock et rentre en section critique. Oui. Mais c'est posé qu'il ne l'a pas fait. Zahro, hein, donc ça n'a pas marché. D'accord? C'est-à-dire que quand l'autre a mis lock à faux, les autres n'ont pas encore appelé la fonction test N7. C'est possible. Rien n'empêche. Rien n'empêche. Mais maintenant, si ceci se produit, qu'est-ce qui va se passer? Et lui, il revient pour rentrer en section critique. Eh bien, il va rentrer une autre fois parce qu'il va prendre la valeur faux de lock et rentre en section critique. Et si toujours par hasard il a cette chance-là, hein, rien n'empêche, hein, d'accord? Il pourra rentrer plusieurs fois, tout le temps en section critique avant. Mais là, vous allez dire, monsieur, ça c'est exagéré, hein. Il peut rentrer une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un certain nombre de fois, il y a quelqu'un qui va le surprendre. Il va exécuter test 57 en récupérant la valeur de log. Oui, moi je vous dis oui. Théoriquement, rien n'empêche, c'est un cas qui existe dans la théorie, d'accord? Mais dans la pratique, ce cas-là ne se produit pas. C'est pour cela que, formellement, on dit que l'attente bornée n'est pas assurée. Mais malgré cela, dans la pratique, elle est assurée. C'est-à-dire qu'il peut rentrer un certain nombre de fois, mais il arrivera un moment où quelqu'un va rentrer en section critique en récupérant la valeur faux de l'autre que l'autre a mis quand il sort. OK? Alors, c'est pour cela qu'on l'utilise comme solution pour l'exclusion mutuelle. Et ça marche bien pour plusieurs processus. Hein? Voyez, comme les variables d'état tout à l'heure fonctionnent pour deux ou n processus. Là, pour un nombre indéterminé de processus. Donc là, quand même, c'est nouveau. Mais on a toujours le problème d'attente active. Ça consomme l'unité centrale. Ça, c'est pas admissible. Hein? On n'accepte pas. On a amélioré, mais pas dans les biens. OK. Voilà. Comme solution matérielle, on a une autre fonction qui s'appelle swap. Je ne vais pas maintenant, je ne vais pas décrire celle-ci. La fonction swap, qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange deux variables. Je passe deux variables en entrée-sortie x et y, c'est des booléens. Elle va échanger leurs valeurs. Hein, d'accord? Le contenu de x est mis dans y, le contenu de y est mis dans x. Voilà ce qu'elle fait, c'est tout. Hein. Mais de manière atomique toujours. C'est-à-dire s'il y a plusieurs processus qui essayent de l'exécuter sur les mêmes variables simultanément, eh bien, il y a un seul qui réussit à la fin. Justement, l'atomicité est très importante. Parce que si ce n'est pas atomique, je reviens à la solution précédente, si test N7 n'est pas atomique, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que l'oc est égal à faux. Et deux processus viennent, ils testent test N7 de l'oc. Ils exécutent ceci. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils peuvent, s'ils arrivent à faire le travail en parallèle, les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire test N7 et création de copies au niveau de P1, au niveau de P2. D'accord? Deux fonctions, hein, donc deux copies. Au niveau du processus P1, il va récupérer la valeur de lock, qui est faux. Et il va te retourner pour lui. Et en même temps, s'il exécute l'autre test N7 qui va récupérer la valeur faux de lock, eh bien, les deux vont retourner, les deux vont prendre la valeur faux de lock. Donc, les deux vont rentrer en section critique. D'accord? Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a l'atomicité. Donc, il faut qu'un récupère la valeur, il met la valeur vraie, et après l'autre, il va trouver la valeur. Donc, on ne permet pas de prendre la valeur faux en même temps. D'accord? Voilà l'atomicité, à quoi elle sert.
La même chose ici. La solution est comme ça, juste je vous la montre, mais je ne vais pas la décrire pour ne pas perdre de temps, d'accord? fils. D'accord. هنا كي عندك le On va reprendre. Vous m'entendez? Oui, OK. Bien, donc on a vu les solutions logicielles, on a vu les solutions matérielles, purement matérielles, les interruptions. On a vu des solutions, je dirais, hybrides, dans le sens que ça utilise le matériel, mais en même temps, côté logiciel, c'est normal. D'accord? Alors, les inconvénients de toutes ces solutions-là, les limitations. Bon, vous allez dire, monsieur, déjà, s'applique un nombre limité de processus, sauf celle qui utilise test set et swap. Donc, le nombre est indéterminé. Là, c'est bon. D'accord? Mais les autres se limitent à un nombre restreint ou bien un nombre fixe de processus. Mais nous, on veut que ça fonctionne pour un nombre indéterminé tout le temps de processus. Ça, c'est un inconvénient. Le deuxième inconvénient, vous pouvez le dire, s'il vous plaît, dans le chat, dites-le-moi, pour que je sente que vous êtes en train de suivre. Alors, je vous attends. Deuxième problème, c'est quoi? L'attente, comment elle est? L'attente est active. OK? Parce que c'est une boucle. Et l'attente active consomme l'unité centrale. Donc, ça ne marche pas. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer troisième problème, je l'ai classé comme deuxième, ne s'adapte pas à un problème général de synchrone. Ça, vous ne pouvez pas le deviner pour le moment, d'accord? Vous n'êtes pas expérimenté. Donc, moi, je dis que parce que l'exclusion mutuelle, ce n'est qu'un point d'entrée vers le grand domaine de la synchronisation. D'accord? La synchronisation, c'est beaucoup plus que l'exclusion mutuelle. L'exclusion mutuelle, c'est un cas de la synchronisation. Mais il y a d'autres façons de synchroniser. Et donc, cette façon de faire ne s'applique pas à un problème général de synchronisation. Voilà. Et voilà l'attente active, on l'a déjà. OK? Ce sont les trois problèmes des solutions précédentes. Alors, c'est pour cela qu'on va
essayez donc de trouver un autre outil, une autre façon de faire. Hein. Ça va être les sémaphores. Les sémaphores. Alors, je ne sais pas s'il y a certains qui connaissent les sémaphores, mais on va les décrire. Okay? Vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment simple. Alors, je suis en train de patienter que vos collègues qui ne sont pas, parce que vous étiez 29, donc voilà, 26, donc il y avait 3 qui manquaient, mais bon. Là, Alina, bon, on est obligé de continuer. Les sémaphores. Un sémaphore, c'est une variable entière. Variable qui peut prendre les valeurs positives, négatives, entières. Hein? Donc, les valeurs moins 1, moins 5, 0, 5, 6, voilà, prend toutes les valeurs entières. Mais la valeur initiale de ce sémaphore, elle doit être supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être négative. Voilà. Okay? Ça, c'est la définition formelle. OK. Alors, ce sémaphore-là est associé d'une file d'attente, c'est-à-dire à ce sémaphore-là, ce qui est une variable particulière, hein, on lui associe une file d'attente de processus. C'est des processus qui attendent derrière ce sémaphore. OK? Donc, la variable est devenue quand même particulière. Alors, la politique de gestion de la file de ce sémaphore-là, hein, comment les gens, c'est-à-dire quand ils rentrent, est-ce qu'ils vont rentrer en FIFO, est-ce qu'on les faut, est-ce que, etc., en général, elle est quelconque. Elle est quelconque en principe, d'accord? Mais en général, elle est FIFO. En général, elle est FIFO. Voilà, c'est-à-dire le premier qui est bloqué, quand il est réveillé, c'est celui-là qui est réveillé en bleu. Alors, le sémaphore, justement, est géré par 3 primitives atomiques. J'expliquerai tout ça. Et principalement 2. La troisième, on parle rarement. C'est ça la troisième. Hein. Elle permet de mettre une valeur initiale dans le sémaphore. Primitive init pour le sémaphore. S reçoit une valeur n et f de S est vide. On initialise la file associée à S. Voilà. Allez, on n'en parle pas, on en laisse. Bon, c'est vrai qu'on met S reçoit une valeur, d'accord? Mais principalement, c'est les deux autres primitives qui nous intéressent le plus. La deuxième primitive, elle s'appelle P de S. P de S. P, c'est le nom de la fonction. S, c'est le sémaphore qu'on fait passer comme paramètre. Qu'est-ce qu'elle fait, P de S? Elle met S reçoit S-1, c'est-à-dire que je décrémente S de 1 et je teste ensuite la valeur de S. Si la valeur de S n'est pas négative, je sors. C'est bon, sans problème, sans histoire. Par contre, si la valeur de S est négative, qu'est-ce que je fais? Je me bloque. Mon état est mis par le scudulaire à l'état bloqué et il me met payé sur le processus qui est en train d'exécuter P de S. Hein. Ce processus-là est mis dans la file F de S, à la fin de la file F de S. Et bien sûr, s'il est bloqué, le scudulaire fait autre chose et donc il va charger un autre processus. Bon, là, on n'en parle pas en général, mais je l'ai ajouté juste pour que vous compreniez que là, le scudulaire intervient pour choisir un autre processus possible. OK? Voilà. Donc, si S n'est pas négatif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, aucun problème, je sors. Mais par contre, si je trouve S après décrémentation, S est nul, eh bien, je me bloque. Voilà ce que ça veut dire. Je me bloque dans la file associée S. OK? Il y a une autre primitive qui fait le travail inverse. Le travail inverse. C'est quoi le travail inverse? C'est l'incrémentation V de S, ça s'appelle. Fonction V sur S. S reçoit S plus 1. Et ensuite, si S est négatif ou nul, alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un processus de la file de F de S. Ça veut dire que sûrement, il y a un processus bloqué dans la file F de S. Par exemple, PJ. En premier, hein, c'est la gestion FIFO. On prend le premier, on le met à l'état près. C'est-à-dire qu'il n'est plus bloqué. Ça y est, il n'est plus bloqué. Donc, il peut s'exécuter. Pour nous, il est actif, mais nous, on le met à l'état état. Donc, il y a une petite erreur. C'est état de J, et état de J, on reçoit prêt. OK? Voilà.
Donc, si S n'est pas négatif ou nul, je ne fais rien. Ça veut dire si S est supérieur à 0, je ne fais rien après incrémentation. On va essayer de manipuler un petit peu les deux primitives-là de manière contrôlée. Alors, ces primitives-là, comme j'ai dit, elles sont atomiques. Ça veut dire quoi atomique? J'explique ça. Veut dire que s'il y a deux processus qui veulent exécuter P de S simultanément, c'est le même sémaphore. Si c'est des sémaphores différents, il n'y a aucun problème. Ils peuvent les exécuter en parallèle. Aucun problème. Mais s'il s'agit d'un même sémaphore, ils ne peuvent pas. Le système va les exécuter de manière séquentielle. La même chose que V de S. S'il y a deux processus qui veulent exécuter V de S simultanément, le même sémaphore, et bien ça devient une séquentialité. Il faut terminer avec le premier pour passer au deuxième. Le système choisit un des deux. Et aussi, si quelqu'un veut exécuter P de S, et l'autre exécute V de S, la même chose. On laisse un seul exécuter, que ce soit celui de V de S ou bien celui de P de S en premier, puis c'est l'autre. Donc, voilà. C'est pour cela que les deux sont atomiques. OK? Voilà. Maintenant, pourquoi on verra ça? C'est comme tout à l'heure. Parce que s'il exécute simultanément, ça va altérer le fonctionnement. OK? On va analyser un petit peu. On va supposer que S est égal à 3. On va supposer que S est initialisé à 3. La valeur init, hein, S à 3. OK? Et vous avez un groupe de processus qui sont là. À tout moment, chacun peut exécuter soit P de S, soit DV de S. Ça, c'est la file associée à S. Au départ, elle est vide. Quand on initialise, implicitement, la file est vide. OK? Ça, c'est le 0. La valeur initiale, c'est 3. OK? Premier processus arrive, P1. Il veut exécuter P de S. Bon, S reçoit S moins 1. Ça devient 2. Et il va sortir, parce que S n'est pas négatif. Vous le voyez, il va sortir, il continue son travail. On suppose que P2 exécute aussi une autre fois P de S, après le premier. Ça devient 1. 1, ce n'est pas négatif, donc il va sortir son histoire, il ne se bloque pas. Troisième processus fait de même. Exécute P de S. S va devenir 0. 0, ce n'est pas négatif, donc il ne se bloque pas, sans histoire. P4 maintenant exécute P de S. S va devenir moins 1. Ah, S est négatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le processus P4 est mis dans la file F de S. Clair, hein? Fonction, la file associée à S. Elle est connue par le système. Et entretenue au niveau du système. D'ailleurs, le sémaphore, il est au niveau, dans la zone système d'exploitation. C'est une variable système. OK? Et les primitives P et V sont des variables système, des primitives système. Donc, le processus est bloqué. Il est là. Donc, il reste bloqué ici. Okay? Les autres continuent, font ce qu'il y a après. Okay. P5, la même chose. C'était moins 1, ça devient moins 2. Donc, il exécute P de S. Et bien entendu, c'est négatif, donc il se bloque derrière lui, en supposant que c'est phi pour la gestion. P6, la même chose, moins 3. Vous remarquez bien qu'il y a trois processus et la valeur absolue de S, quand c'est négatif, c'est 3. 3, 3. Il y a 3 processus. Utiliser la source critique en même temps. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, monsieur. Ah, donc il y a autre chose. S, c'est le nombre de processus qui peuvent utiliser la source critique en même temps. C'est un mazal chouïa. Les détails. On y arrivera. On y arrivera. Ces constatations nous seront le bon moment. OK. Sabroun Jamil. OK. Mademoiselle. OK. OK. Nasbaro chouïa. Vous aurez. Tout ce que, c'est des explications là-dessus. Bien, donc ce qu'on va constater maintenant, c'est que le nombre de processus, quand S est négatif, est égal à, à la valeur absolue de S. Tout à l'heure, c'était 2, donc il y avait P4 et P5. C'était 1, il n'y avait que P4. Donc la valeur absolue de S, quand c'est négatif, indique le nombre de processus bloqués. Ça, c'est très bien. OK. Alors, on va voir, on va continuer. P7 arrive. Qu'est-ce qu'il va faire?
fait P de S. S, qui était moins 3, va devenir moins 2, incrémenté de 1. Est-ce que S est négatif ou nul? Après incrémentation, oui. Donc, pour lui, ça veut dire qu'il y a un processus bloqué. Et il l'a réveillé. Il a réveillé P4. P4, donc il peut continuer. Ça, il sort de la fonction P de S, il continue. OK? Voilà. Donc, P7 l'a réveillé en exécutant V de S. V de S, c'est une fonction exécutée par un processus. P8, il va faire V de S. Vous voyez, c'était moins 2, ça devient moins 1. Incrémentation. Et S, c'est toujours négatif ou nul. Vous le voyez, S, c'est négatif ou nul. Donc, il a réveillé P5. P5 qui était bloqué, il continue son exécution. Il sort de la primitive P de S. Et on dit qu'il franchit la primitive. D'accord? P9, il va exécuter V de S. Qu'est-ce qui va se passer? S va devenir 0. C'était moins 1, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un de bloqué. Moi, je l'ai mis à 0. 0, hein, c'est négatif ou nul. Donc, pour moi, il y a quelqu'un de bloqué, je le réveille. Et il a réveillé le processus P6. Et P6 continue. Mais bien sûr, ceux-là, quand ils réveillent, ils vont sortir. Donc, le V de S n'est pas bloquant, il n'y a pas de problème. OK. Voilà. Donc, vous remarquez bien, CP10 arrive, maintenant arrive, et il exécute V de S. Qu'est-ce qui va se passer? S devient 1. 1, ce n'est pas négatif pour lui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de processus bloqué. C'est pour cela que, donc vous voyez que les primitives qu'on a définies, elles sont cohérentes, hein, sont bonnes. Vous voyez, quand S est positif, il n'y a pas de processus bloqué. Donc ce n'est pas la peine de réveiller parce qu'il n'y a rien. 11, il va faire V de S, ça va devenir 2. Et 12 va faire V de S, ça devient la valeur initiale qui est. D'accord? Voilà. Vous remarquez bien que les fonctions P de S et V de S sont clairement bien écrites. Vous voyez, V de S, S reçoit S plus 1, c'est S est négative ou nul aussi, c'est important. Parce que j'ai incrémenté, ça est devenu nul, mais avant c'était négatif. OK? Ça veut dire qu'il y a des processus bloqués. Je révèle. Mais quand ça devient positif, c'est sûr qu'il n'y a personne. Donc voilà, les fonctions ont été bien écrites. Maintenant, on a compris l'analyse, donc les fonctions sont correctes. On va essayer de les utiliser et je vais répondre à la question de votre collègue tout à l'heure. Alors, donc, on a un sémaphore S initialisé à une certaine valeur qui est supérieure ou égale à 0 et on a les primitives principalement P de S, B de S. Et il y a l'initialisation, ça c'est clair. OK? Alors, maintenant, on définit les sémaphores. On a 3 types de sémaphores. Bien sûr, ce qui est commun entre les 3 types, c'est que tout le monde a une valeur initiale, supérieure ou égale à 0, sémaphore. On utilise PV. Mais la politique, comment on utilise, ça c'est autre chose. Bon, je vais expliquer. Sémaphore binaire. Qu'est-ce que ça veut dire sémaphore binaire? Sémaphore binaire est un sémaphore S, si je l'appelle S, je peux l'appeler comme je veux pour vous dire. Hein. Je peux avoir plusieurs sémaphores. Un s'appelle S, un s'appelle X, l'autre s'appelle Y, A, B, je l'appelle comme je veux. C'est un identificateur. Hein, d'accord? Je donne le nom que je veux au sémaphore. Donc, je peux créer plusieurs sémaphores. Mais ce sont des objets systèmes. Sémaphore binaire est initialisé à 1. C'est tout, c'est tout. Sa valeur initiale est 1. Et quand initialisé à 1, en général, on l'utilise pour l'exclusion mutuelle. D'accord? Je vais vous expliquer. Supposez que vous avez S qui est initialisé à 1, la valeur initiale, et on a un certain nombre de processus hein, qui veulent se synchroniser pour une section critique, ça veut dire qu'il y a une ressource critique. Comment il va faire? La solution est comme ça. On va faire P de S, section critique B de S. Voilà la solution. C'est très facile. Tous les processus intéressés par une section critique, ils utilisent le même sémaphore S. Si c'est des sections critiques différentes, parce que c'est des ressources critiques différentes, là, on utilise des sémaphores différents. OK? Bien, donc je fais P de S, section critique B de S. Alors, on va voir est-ce que ça fonctionne bien pour la section critique. OK? Bon, ça c'est le deuxième truc. Je vais commencer donc. Alors, supposez que
un processus veut rentrer en section critique. Qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez que S est initialisé à 2, la variable 2, la valeur 2. 2. Pardon, je m'excuse, je suis là en train de déconner. Hein. C'est 1, la valeur 1. OK, bon, la forme générale, c'est la valeur 1, peu importe. Mais là, c'est utilisation particulière pour l'exision mutuelle. Je mets la valeur. OK. Imaginez que vous avez plusieurs processus qui se synchronisent pour la section critique qui est avec une seule ressource critique. Et le premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire P2S. S était 1, ça devient 0. 0 ne se bloque pas. Il rentre en section critique. D'accord? Il rentre en section critique. Pendant qu'il est en section critique, S est égal à 0. Si un autre processus arrive, séquentiellement, juste après lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire P2S. D'accord? P2S. Donc, quand il exécute P2S, S va devenir moins 1. Mais moins 1, c'est négatif, donc il se bloque. Un autre processus qui arrive, ça devient moins 2, moins 3, moins, etc. Ils vont tous se bloquer ici. OK? Et l'ordre d'arrivée de blocage, c'est, il est mis, hein, donc on s'en souvient au niveau de la file, parce qu'on les met dans cet ordre-là. C'est posé maintenant qu'il y a 4 processus bloqués. P2, P3, P4, P5. P1 est en section critique. Quand P1 sort, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, la valeur de S est égale à moins 4. Quand il fait V de S, ça devient moins 3. Moins 3. Vous êtes d'accord? Moins 3. Moins 3, c'est négatif ou nul. Donc, il va réveiller le premier qui est P2. Le premier là, il va rentrer en section critique parce qu'il n'y a pas autre chose à exécuter. Hein. Vous pouvez voir la fonction. D'accord? Juste après, je ne fais rien. Je rentre en section critique. OK? Je sors de la primitive. Et là, quand je sors de la primitive, ce qui est après, c'est la section critique. Donc, je l'exécute. Donc, P2 est en section critique. P1 est parti. P2, quand il termine, qu'est-ce qu'il va faire? V2S, qui était moins... Combien? On a des 4 processus. 1 est rentré, donc il reste 3. D'accord? Donc, quand on fait V2S, ça devient moins 2. Moins 2. Moins 2, c'est négatif. Donc, je réveille P3. P3, il va rentrer en section critique. Il sort de la primitive. Et lui aussi, quand il sort, il va faire V de S, ça devient moins 1. C'est négatif pour lui, donc il va réveiller P2, P3, P4. P4 va rentrer en section critique. Et lui, quand il sort, il va mettre V de S, ça devient 0. C'était moins 1, ça devient 0. C'est négatif pour lui, donc il va réveiller P5. P5 est en section critique. Lui, quand il sort, il va faire V de S, ça devient 1. 1. Il n'y a personne en section critique, ce n'est pas négatif, donc je ne réveille personne. Et c'est l'état de repos, c'est la valeur ici. Tout le monde est parti, vous voyez. Le premier est arrivé et rentré, les autres sont bloqués ici. Quand il est sorti, il a réveillé un, l'autre a réveillé l'autre, l'autre a réveillé l'autre, et l'autre a réveillé le dernier. Hop, et puis ils sont tous partis et on est revenu à l'état de repos et ça marche bien. D'accord? Mais si on veut aussi vérifier les 4 conditions de la section critique, vous remarquez bien que l'exision mutuelle est assurée. Pourquoi? Parce que s'il y a deux processus qui arrivent séquentiellement, il y a un qui rentre et un qui se bloque. S'ils arrivent simultanément, il exécute P2S, cette simultanéité, hein, parce que c'est atomique, et devient une séquentialité. Donc, il y a un seul qui exécute P2S. Celui-là va mettre S à 0, il rentre, mais l'autre va trouver S0, ça devient négatif quand il exécute, et puis il se bloque. L'action mutuelle est assurée. La progression aussi, si tout le monde est loin, vous remarquez bien que S est à l'état de repos, on a déroulé, hein, c'est 1. Donc celui qui arrive, il peut rentrer, il n'y a aucun problème, ça devient 0, il ne se bloque pas. D'accord? Le blocage mutuel n'existe pas. S est égal à 1 s'il y a plusieurs processus qui arrivent simultanément. Il y a un seul qui exécute, il rentre, les autres attendent. L'attente bornée est assurée. Pourquoi? Parce qu'un processus, quand il sort, il va faire V de S. Donc lui-même, il réveille. Lui-même, il réveille. Il le réveille dans l'ordre d'arrivée. Donc FIFO, il n'y a pas de famine. Voilà. Donc vous remarquez bien que les 4 conditions sont vérifiées pour les sémaphores quant à l'utilisation pour la section. Donc, quand S est égal à 1, en valeur initiale, le sémaphore est utilisé comme solution pour l'exclusion mutuelle. OK? Alors, je pense que j'ai répondu à la question de votre collègue qui a posé cette question-là. S'il y a d'autres, vous pouvez écrire hein, des questions. Voilà. Donc, ça, c'est le sémaphore binaire.
Alors, le mot binaire, un jour, je vous dirai pourquoi on l'a appelé binaire, parce qu'il y a une raison pour ça. Sémaphore privé. Qu'est-ce que ça veut dire, sémaphore? Sémaphore privé, sa valeur initiale est 0. SID privé à un processus privé, ça veut dire qu'il appartient à quelqu'un, hein, ma propriété privée. Ça m'appartient. Donc, privé à un processus ou à un groupe de processus. S'il est le seul, ou bien les seuls, à pouvoir exécuter P2S, et seulement P2S. C'est-à-dire que là, on fait des restrictions quant à j'ai droit à exécuter telle ou telle chose. Donc, il m'est privé s'il n'y a que moi qui peux exécuter P sur ce sémaphore. Les autres n'ont pas le droit d'exécuter P sur le sémaphore. Et moi, je n'ai pas le droit d'exécuter V sur le sémaphore. Mais les autres n'ont droit qu'à P2S. Donc, moi, j'ai droit à P2S, les autres ont droit à V2S. Voilà, c'est partagé. Donc, c'est pour ça qu'on dit privé à un processus. Alors, dans quel cas on l'utilise? Je vous donne un exemple. On l'utilise, considère, vous me dites, hein, considère, dites-moi, hein, pour que je vous laisse vous reposer 10 minutes. OK? Alors, ce type de sémaphore est utilisé quand un processus désire se bloquer volontairement. Je vais expliquer ça à travers un exemple. Vous avez deux processus qui coopèrent pour un travail en partie. C'est-à-dire qu'ils font un travail commun, mais ce travail-là, il a deux parties à faire. Donc, P1 doit réaliser la première partie avant que P2 n'entame la seconde. C'est-à-dire que P1 a droit d'exécuter P1 la première partie et P2 va exécuter la deuxième partie. OK? Bon, comment on va utiliser un sémaphore comme ça. Donc, vous avez les deux processus. Voilà la solution. Je la donne comme ça et je l'explique. Le processus P2 va réaliser la deuxième partie. Mais attention, la deuxième partie ne peut être réalisée que si la première partie termine. C'est normal. Voyez, donc parce que le travail est en deux parties et ces parties-là sont dépendantes, bien sûr. OK? C'est-à-dire la deuxième partie dépend de la première. Il faut terminer la première avant d'entamer la deuxième. Donc, c'est pour ça que lui doit exécuter P2S. Donc, le sémaphore S, qui est initialisé à 0, est une propriété et privée à P2. Parce que c'est lui qui exécute P2S et les autres, l'autre, exécute P2S. Le premier processus, quand il arrive, lui, il n'a pas de barrière, aucune barrière. Donc, il peut réaliser le premier travail. S'ils viennent tous les deux simultanément, qu'est-ce qui va se passer? Le premier peut commencer à travailler sur le premier travail, mais le second, quand il exécute P2S, il va se bloquer parce que S, déjà, à la base, c'est nul. Quand il fait P2S, ça devient moins 1. Moins 1, c'est négatif. Il se bloque. Il ne peut pas travailler. Donc, celui-là prend tout son temps pour terminer le premier travail. Quand il termine, il va faire V2S. V2S, S était moins 1. Quand il fait V2S, ça devient 0. 0, c'est négatif ou nul. Oui, c'est vrai. Donc, il réveille P1, P2. C'est celui-là qui est bloqué. Il va passer pour réaliser le travail, le deuxième travail. Ça, c'est, ils arrivent simultanément. Maintenant, la solution est valable aussi, même si, par exemple, P2 n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore exécuté P2S, mais P1 est arrivé. Supposons qu'elle s'est initialisée à 0, hein, l'autre façon d'exécuter, notre vitesse. Hein. P1, quand il arrive, il va réaliser le premier travail. Et quand il termine, il va faire V2S. Sachant que P2 n'a pas encore exécuté P2S. Donc S, et il n'y a que ces deux-là qui travaillent sur S. Hein, d'accord? S et donc il est nul. Et quand il fait V2S, ça devient 1. 1, c'est positif. Donc il ne réveille personne. Oui. Donc c'est comme si c'était une ressource qu'il garde. Il dit, bon, voilà, c'est bon, je vous laisse le signal. Donc ça va être 1. Il part. Pour lui, il a terminé, il a voulu réveiller l'autre, il n'est pas là, c'est bon. Il a laissé une trace. Hein, S est devenu 1. C'est tout. Il part. Quand P2 arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire P2S, qui est 1, ça devient 0, il ne se bloque pas. Il va réaliser le deuxième travail. C'est correct, bien sûr. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'autre a déjà terminé. Il a laissé cette trace-là pour celui-là pour dire, bon, quand vous arrivez, vous pouvez commencer. Moi, j'ai déjà terminé. Voilà l'idée. Donc, vous voyez, quelles que soient les vitesses relatives des deux processus,
le premier travail est réalisé en premier et le deuxième travail en second, hein, de manière séquentielle, comme vous l'avez. Voilà. Donc, là, ce type de sémaphore est utilisé quand un processus désire se bloquer volontairement. P2, quand il arrive ici, il se dit, moi, je me bloque. Je ne peux pas travailler tant que l'autre n'a pas terminé. D'accord? Et bien sûr, selon la valeur qu'il trouve. Si c'est 0, ça veut dire que l'autre n'a pas terminé. Donc, ça devient moins 1. Et il va se bloquer. Voilà, c'est un blocage volontaire. Mais de manière générale, quand S contient une certaine valeur, un processus qui arrive, il exécute P de S, il ne sait pas s'il va se bloquer ou non. Il ne le sait pas. Mais ici, il va se bloquer. Ah, il sait qu'il va se bloquer parce que l'autre, bien sûr, si l'autre arrive en même temps. D'accord? Donc, voilà, c'est le blocage volontaire. OK? Je vous donne un deuxième exemple quant à l'utilisation des sémaphores privés. On a parlé dans le chapitre 1 des graphes non proprement liés. Graphe de précédence, souvenez-vous. D'accord? Graphe de précédence non proprement lié. Et on ne peut pas l'exprimer à l'aide de par begin, par end. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Parce qu'il n'a pas la structure en bloc. Voilà. Alors maintenant, avec l'utilisation des sémaphores, principalement les sémaphores privés, hein, vous allez voir qu'on peut exprimer les graphes non proprement liés à l'aide de par begin, par end. Voyez ce graphe-là. T1, T2, T3, T5, T6, T4. Je ne peux pas décomposer dès le départ, hein, donc il n'est pas proprement lié, carrément. D'accord? Impossible de le décomposer en deux sous-graphes qui sont parfaitement séquentiels. Okay? Alors, la méthode, c'est quoi? La méthode est de transformer tout d'abord le graphe. Je le transforme pour devenir un graphe proprement lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer d'enlever des précédences. Des précédences. D'accord? Certaines précédences, je vais enlever le minimum. Parce que chaque précédence nous incite à utiliser un sémaphore. Donc, un sémaphore est une ressource. D'accord? Donc, si j'enlève plusieurs précédences inutilement, j'aurai beaucoup de ressources à utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on optimise. On enlève le minimum d'arcs de précédence ou bien de précédence pour que le graphe devienne proprement lié. Supprimer le nombre de minimum de précédence pour rendre le graphe proprement lié. On va le faire. Par exemple, donc il y a plusieurs possibilités hein, pour dire, attention, pas unique. Il y a plusieurs façons de faire, mais elles se rejoignent toutes. Rejoignent dans le sens, elles donnent le même résultat. Dans l'exécution, on respecte les contraintes de précédence, ça c'est clair. Alors, je propose d'enlever cet arc, cette précédence-là, T2, T3. T2, T3. Si j'enlève cet arc-là, bien sûr, je vais aboutir à un autre graphe qui n'est pas le même que le premier, ça c'est sûr et certain. Mais attention, je penserai tout à l'heure à revenir, à remettre là, puis à la précédence. OK? Bien. J'enlève cette précédence-là. Vous remarquez bien que maintenant le graphe est proprement lié. Ce sont deux sous-graphes qui sont parfaitement parallèles. Celui-là, T2 puis T4. Celui-là, c'est T1 puis un sous-graphe. Ce sous-graphe-là, c'est T3 puis deux choses qui sont parfaitement parallèles. Donc, finalement, c'est un graphe qui est proprement lié. Alors, je vais l'exprimer, justement. Deuxième étape, j'exprime ce graphe qui est proprement lié à l'aide de par begin par end. Quand je vais le faire, hein, donc on va aller un peu plus vite. Ce sont deux choses parallèles, donc par begin par end, deux choses, début, fin, début, fin. Première chose, c'est T2 puis T3, T4, pardon, séquentiellement. J'ai laissé un vide ici exprès. L'autre, c'est T1 puis un bloc. Et ce bloc-là, c'est T3 puis un bloc qui est T5, T6 qui sont parfaitement parallèles. D'accord? Voilà. J'ai exprimé mon graphe de précédence à l'aide de par begin par end. Mais le graphe modifié. OK? Normalement, il y a un arc entre T2 et T3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que T3 attend l'exécution de T1. Ça, on l'a mis, hein, d'accord? T1 puis T3, ça existe. Hein? On ne peut pas s'exécuter avant T1, donc on l'a mis de manière séquentielle. Mais aussi, elle doit attendre la fin de T2. Quand T2 se termine, mais là, ici, elle n'attend pas. T2, elle s'exécute. Imagine que T2 prend un siècle. Hein, par begin, par end. Je commence à exécuter début, fin. T2 s'exécute, elle prend un siècle, ça ne termine pas.
Mais j'entame aussi celui-là parce que c'est des choses parallèles. J'entame T1, imaginez que T1 est terminé, et donc je suis obligé de lancer T3 parce que c'est comme ça. Mais T3 n'a pas attendu T2. OK? Voilà, parce que T2 a pris beaucoup de temps. Alors c'est pour ça qu'il faut faire, je vais ajouter les C. Donc remettre une par une les précédences supprimées. Là, on a supprimé une seule précédence, donc on va la remettre. Et chaque précédence supprimée, à chaque précédence rétablie qu'on va remettre, on ajoute V de S, hein, c'est d'entendre, on ajoute V de S juste à la fin de l'exécution de la tâche, d'où l'arc part, c'est T2. On fait un V de S, d'accord? Et on ajoute aussi un P de S juste avant la tâche où l'arc arrive. L'arc arrive à T3, on met un P de S. Mais attention, on doit prendre des précautions. Alors, je vais revenir aux précautions. Donc, ici, juste, on va vérifier si ça fonctionne. Vous remarquez bien que c'était un termine. Juste après, on ne va pas aller directement à T3. On exécute P de S. Bien sûr, avec S, c'est initialisé à 0. Hein? Donc là, je ne l'ai pas dit, mais la valeur de S est à 0. C'est ma forme privée. Hein? Un deuxième exemple. S est initialisé à 0. Donc, si T2 n'a pas terminé, donc elle n'a pas encore exécuté P2S, donc S est à 0. Donc quand je termine T1, le processeur qui a terminé l'exécution de T1 va continuer, va exécuter P2S. Et bien, il va se bloquer. Il se bloque, il attend. Hein? Donc c'est une exécution, il se bloque parce que S était 0, ça devient négatif. Jusqu'à ce que T2 se termine. Quand T2 se termine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire V2S. V2S. Là, vous remarquez bien que T2 V2S n'est exécuté qu'à la fin de T2. C'est ce qu'on veut, quand T2 se termine. Et quand elle fait V2S, ça devient 0, donc négatif ou nul. On réveille le processeur, il va continuer à exécuter T3. Donc T3 est exécuté à la fin de T1, oui, parce que T1 est terminé, mais aussi à la fin de T2. Voilà, donc le sémaphore, là, on va régler le problème. Alors la précaution que j'ai dit qu'on doit prendre en considération, c'est que là, on voit bien que début-fin, ça, c'est une exécution séquentielle. Donc, on est sûr que V de S s'exécute après T2. Après T2. D'accord? Et c'est ce qu'on veut. Quand T2 se termine, je vais libérer l'autre pour exécuter T3. Mais imaginez que ici, j'ai par begin, par end. C'est-à-dire que T2 et T4 sont parallèles. Ah, c'est un autre graphe. Elles sont parallèles. Et quand j'ajoute V de S, qu'est-ce qui va se faire? Il va s'exécuter en parallèle. Mais nous, on veut que V de S s'exécute après T2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut mettre début, fin. Je vais forcer la séquentialité. C'est-à-dire que ces deux tâches-là, si en réalité s'exécutent en séquentiel. Début, fin, j'exécute cela et puis cela en parallèle. Voilà, c'est ça la précaution. L'ajout de début et fin peut être nécessaire afin de respecter les précédences du graphe origine. Parce que là, je veux exécuter V de S après T2. Mais je suis en parallèle avec T2. Je vais exécuter P de S avant T3, pas en parallèle avec T3. Donc là aussi, s'il y a un parallélisme, il faut faire attention. Il faut mettre un début et un fin. OK, très bien. Donc, je pense que vous avez compris. Ça, c'est l'application des sémaphores privés. Alors, bien sûr, il y a différentes solutions. Hein, d'accord, pour ça. Moi, j'ai supprimé T2, T3, mais on peut supprimer la précédence T2 vers T4. Vous voyez, et le graphe, celui-là est proprement lié. On peut supprimer T1 vers T3 et l'autre graphe T1 vers T3. T1 vers T3, je ne suis pas très sûr. Hein, pas très sûr. T1 vers T3, si je le supprime, euh, oui, oui, il est proprement lié. Il est proprement lié. Oui. C'est possible. OK, donc c'est bon. Voilà, donc on a terminé comme application. On va parler du dernier point. 19, ça va. Les sémaphores compteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un sémaphore compteur? La valeur initiale du sémaphore est n supérieur à 1. Il peut être utilisé quand il s'agit d'accéder à une ressource à n points d'accès. Ça veut dire une ressource à un point d'accès. Ça veut dire une ressource qui peut être utilisée par n processus de manière simultanée. C'était trois dépensé avec la tâche T7.
c'est T3 dépend de la tâche T7. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire ici. Bon, c'est un autre graphe, il faut l'analyser tout simplement. D'accord? Voilà, il faut le rendre proprement lié. Là, on a enlevé une seule précédence, mais on sera amené peut-être à enlever plus d'une précédence, 2 ou 3, je ne sais pas. Mais le minimum toujours. Et à chaque précédence enlevée, quand on remet, il y a un sémaphore qui doit être utilisé. Voilà la règle générale. Donc là, c'est un exemple. Ce n'est qu'un exemple, il y en a plein. D'accord? L'essentiel que vous avez la démarche, elle est là. Il faut rendre le graphe proprement lié. Enlever ce qu'il faut. D'accord? Par rapport à votre situation. OK? Alors, maintenant, tu as T3, T7. Donc, on utilise plusieurs. Oui, on peut utiliser plusieurs sémaphores. Voilà. Donc, là, votre question, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça. On peut utiliser plusieurs sémaphores. Oui. OK. Donc, comme j'ai dit, sémaphore compteur, la valeur est n supérieure à 1 et on peut l'utiliser quand la ressource est partagée par plusieurs processus. D'accord? Par exemple, imaginez que vous avez un parking de véhicules. Hein, imaginez un parking, il est clôturé, il a une porte d'entrée, il a une porte de sortie et là, tout un espace pour faire stationner plusieurs véhicules, par exemple n. D'accord? Alors, la solution qu'on met, c'est celle-ci. S est initialisé à la valeur n, comme je l'ai dit. D'accord? Et la ressource partagée, par exemple le parking, là, c'est la section critique. C'est les instructions qui utilisent la ressource critique. Et bien sûr, S est initialisé à n, ça veut dire qu'il y a n processus qui exécutent accès à la ressource partagée de manière parallèle, sans problème. Par exemple, S est égal à 3. Le premier arrive, donc ça devient 2, il passe, il ne se bloque pas. Le deuxième arrive, il met 1, il passe. Le troisième arrive, il met 0, il passe. Donc, ils sont tous les trois en train de partager la ressource critique. C'est ça. Mais le quatrième, quand il arrive, sachant que les trois sont là, il va se bloquer. Parce qu'il n'y a que 3 points d'accès. D'accord? Voilà, et ça marche très bien. Donc, le déroulement, c'est comme on a fait pour l'exclusion mutuelle. Hein, d'accord? Donc, ça marche très bien. Alors, application, on va... première application, le parking. Accès à un parking possédant n places et avec une porte qui laisse passer une seule voiture à la fois, de même que la porte de sortie. Voilà le chemin. Hein? Chemin d'enfant. Ouais, vous avez une place. Là, il y a une seule. Donc, une voiture, quand elle arrive ici, une voiture, on va, comme simulation, on va la représenter par un processus. Il accède au parking, il stationne, il sort. Elle sort. Elle sort, la voiture. OK? Le chauffeur. Payer, entrer au parking. Payer, je rentre à sa façon. Je rentre au parking. Je stationne. Je sors. Ce sont trois actions idéales. Dans l'idéal, c'est ça. J'arrive, je rentre, je stationne. Et ça prend un certain temps. Il y a des boucles, etc. Donc, il y a un temporisateur, un slip, par exemple. Je dors. OK? Tout en étant stationné. Et à un moment donné, quand le temps expire, eh ben, je vais sortir. Ce sont les trois actions. Ce sont des actions, c'est des instructions pour nous, ce qui simule l'utilisation des cartes par un processus donné qui représente un véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une place déjà. Donc, une place. Donc, on aura un sémaphore initialisé à n. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait normal. Initialisé à n. Parce qu'il y a un véhicule qui peut stationner simultanément. Donc, quand je viens. Alors, le problème aussi, on a un problème d'entrée au parking et un problème de sortie. Est-ce que, à votre avis, je vais m'intéresser tout d'abord au problème d'entrée avant de stationner ou bien au problème de stationnement? C'est-à-dire que ce qui est le plus important, important, hein, je ne vais pas dire le plus important, mais important, c'est des places. S'il y a des places, je rentre. S'il n'y a pas de place, je ne rentre pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'entrée au parking, ce n'est qu'un détail. C'est un impératif parce qu'il y a des places, donc je dois rentrer. Mais s'il n'y a pas de place, je ne suis pas obligé, enfin, je ne dois pas rentrer. Vous êtes d'accord? Donc, la première des choses, il faut exécuter P2S. Vous êtes d'accord? P2S, avant de rentrer.
S'il y a de la place, je vais passer. S'il n'y a pas de la place, je ne passe pas. Mais aussi, c'est posé qu'il y a de la place. Donc, P de S ne me bloque pas. Je passe ici. Je passe. Hein. Par exemple, N est égal à 15. Il y a 15 places. À un moment donné, N est égal à 3. C'est-à-dire qu'il y a 12 voitures qui ont déjà stationné. 3. Ils sont en cours. Moi, quand je fais P de S, ça devient 2. Je ne me bloque pas. Donc, il y a de la place. Je rentre. Mais quand je rentre, qu'est-ce que je vais faire? On a la porte. Laisse passer une seule voiture à la fois. Ça veut dire que la porte elle-même, c'est un problème, qu'il faut se synchroniser. Parce que c'est égal à 3. 3 véhicules peuvent être autorisés à rentrer. Donc, 3 véhicules peuvent se trouver en train de rentrer au parking. Vous êtes d'accord? Possible. Mais il y a une seule qui passe à la fois. Et donc là aussi, on doit gérer l'accès au parking. L'accès, la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est une ressource critique parce qu'elle ne laisse qu'une seule voiture qui la traverse et une seule voiture qui utilise cette ressource-là à la fois. Et donc, on aura besoin d'un sémaphore que j'appelle mutex. Ça, c'est la terminologie de la synchronisation. Mutex veut dire mutuelle exclusion. Alors, mutex, en général, ils sont toujours initialisés à mutex 1, mutex 2. C'est un nom de sémaphore. OK, donc j'utilise mutex 1 pour l'entrée. Donc, la voiture, quand elle arrive, elle ne va pas accéder directement au parking à travers la porte. Donc, elle se dit s'il n'y a personne. Donc, c'est une ressource critique. P de S, plus de mutex 1, mutex 1. Donc, si moi, j'accepte parce que mutex 1 est égal à 1, ça devient 0, j'accepte. Et l'autre, quand elle arrive, 0, c'est moins 1, il se bloque. Il attend que moi, je termine. Si on a d'autres qui arrivent, ils ont été autorisés par P de S, ils vont arriver à mutex 1. D'accord? Ils vont se bloquer parce que moi, je suis là. Mais quand je termine de rentrer, eh bien, je vais aller stationner, mais moi, je réveille un parmi ceux-là. C'est comme tout à l'heure, comme on avait l'exclusion mutuelle. Il y a un qui réveille un jusqu'au dernier. D'accord? Voilà. Et la même chose aussi, quand je sors, parce que la sortie ne laisse passer qu'une seule voiture à la fois, il y a un mutex 2. Le mutex 2, pas mutex 1, c'est un autre mutex parce que c'est une autre ressource critique. On peut être en train d'utiliser en même temps la ressource critique 1 et la ressource critique 2, il n'y a aucun problème. D'accord? On se bloque si on est intéressé par la même ressource critique. Mais si c'est des ressources critiques différentes, il n'y a aucun problème. OK? Voilà la solution, justement. La solution, c'est une solution de synchronisation. D'accord? Pour l'accès au parking, en utilisant les sémaphores. Là, on a besoin de 3 sémaphores, un sémaphore compteur, un sémaphore, 2 sémaphores d'exclusion mutuelle. هل من سؤال؟ هل من سؤال s'il vous plaît? En tout cas, vous avez la vidéo qui vous explique aussi. OK? Vous l'enverrez. Alors, je vais expliquer juste la problématique pour cette application numéro 2 et puis on arrête là. Le barbier. Le barbier, un barbier, le hallaq. الحلاق. Coiffeur. Le barbier dispose de 2 salles. Voilà, j'ai schématisé pour être plus clair. 2 salles. Une salle d'attente et une salle de rasage. La salle d'attente admet N places. Il y a N clients qui peuvent attendre. N, c'est une valeur 5, 6, 10, 20, 20. On met une valeur constante. OK? La salle de rasage, bien sûr, il y a une seule personne. Il y a le barbier et la personne qui va être rasée. C'est tout à fait normal. Alors, il y a une chaise à l'intérieur de la salle d'attente. C'est une chaise qui est réservée. Bien sûr, cela, c'est des chaises. Mais pour les clients, ça, c'est une chaise privilégiée, d'accord, qui concerne le barbier. Le barbier, il s'assoit dans cette chaise-là s'il n'y a personne. Il n'y a personne. Pour les chômage technique. Il n'y a pas de client, et ben il s'assoit. Il dort et il dort. Voilà. Donc, la porte, vous avez une porte ici. Donc, il y a l'accès à la salle d'attente. Il y a l'accès à la salle de rasage depuis la salle d'attente et il y a la sortie définie. On ne revient pas pour sortir, il y a une sortie spécialisée pour les personnes qui ont terminé d'être servies. Alors, il y a un coulisseau. Un coulisseau, si vous connaissez, donc il coulisse, c'est une porte qui coulisse comme ça, dans ce sens-là, vers, sens comme ça ou comme ça. Et elle est là, et elle est disposée de telle sorte que si cette porte-là est ouverte, celle-ci est fermée. Et si celle-ci est fermée, celle-ci devient ouverte.
Ah, celle-ci est ouverte, pardon, celle-ci devient fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux portes. Si on est en train d'utiliser cette porte-là, en entrée, on ne peut pas utiliser cette porte-là en entrée vers la salle de rasage. Et inversement, si on est en train d'utiliser la porte pour la salle de rasage, celle-ci ne peut pas être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Voilà. Donc le barbier est en attente sur une chaise dans la salle d'attente initialement. Et aussi, il est en attente quand il n'y a personne dans le. Oui. À quel niveau ça s'est coupé avec je ne me suis pas rendu compte. Je parlais. وين وصلنا وحبست. Vous pouvez me dire s'il La porte هذه. نعم La porte au niveau de la porte. le barbier c'est ça Oui, le barbier. l'application donc on était en train de parler de la porte, c'est bien ça? Oui. Ok, donc c'est bon, معلش. En tout cas, on va s'arrêter là. Vous pouvez rester connecté 10 minutes et puis on va reprendre, Inch'Allah. Ok, on reprend le thé. Voilà, on reprend juste après le thé.